Bonjour, Gérard Pavie. La créativité, ils ont fait de leur vie un chef-d'œuvre. Je vais présenter les idées clés d'un livre, de mon livre « Ils ont fait de leur vie un chef-d'œuvre » où je pars de la vie de créateurs comme Rimbaud, Marie Curie, Chanel, Einstein, Mozart, Steve Jobs, Camille Claudel, Sartre et bien d'autres, pour en extraire les éléments du processus créatif et les partager. Cette présentation a fait l'objet d'une conférence à la médiathèque de Rueil-Malmaison en septembre 2021. Donc, la créativité étant tout être, elle naît avec le désir qui se manifeste dès la naissance, adopte des mécanismes spécifiques selon les énergies libérées, ouvre des voies pour que chacun de nous puisse vivre aussi pleinement que possible sa vie, aujourd'hui et demain. Soulignons d'abord que l'être humain est un être de langage. J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir, écrit Victor Hugo. Cette fleur, c'est Juliette, sa maîtresse, qu'il désigne par une métaphore. Et vous, quelle est votre fleur? Je ne sous-entends pas votre Juliette ou votre Roméo. Pourquoi pas? Je veux dire, comme l'écrit le poète, nous avons tous des fleurs dans nos têtes qui disent quelque chose sur nous. L'être humain est d'emblée pris dans un réseau de symboles, de signifiants. Il est un être de langage. Deux choses à relever. Les mots, comme la fleur, viennent à la place des choses. Ou une personne, ici Juliette, et ils se logent dans nos têtes et peuvent avoir la même puissance que la chose réelle. Nous sommes pilotés par des éléments inscrits dans nos âmes, des représentations insaisissables, souligne Hugo. Vous voyez la complexité de l'être humain et les pièges qu'il doit déjouer. Si je pense avec des mots qui influencent mon je, qui suis-je? Ciel, la frontière avec la folie ne serait pas étanche? Je vous livre d'entrée mes interrogations. Je partage avec vous ma perplexité et j'espère que vous ne sortirez pas de cet échange, de cette conférence, avec un sentiment de confusion plus grand qu'avant. Quelques citations pour planter le décor. D'abord Spinoza, « Ceux qui croient parler, se taire ou faire quoi que ce soit en vertu d'un libre décret, de l'esprit, rêvent les yeux ouverts. Ce qui nous détermine à notre insu, c'est le désir. Donc je crois décider de par moi-même, librement, consciemment, mais c'est la fleur qui déciderait pour moi. Je serais aliéné à la fleur tant que je ne l'ai pas identifiée. Alors, abordons le thème de cette désynchronisation du mot et de la chose. Nous venons de souligner que le mot n'est pas la chose réelle, mais la signifie. Cela se complique encore un peu plus car le mot lui-même est relié à d'autres mots qui déteignent sur lui. Le mot fleur se tient à la place de Juliette, qui n'est pas qu'une fleur. Et la fleur elle-même fait penser à d'autres mots. Parfum, printemps, bouquet, fleuriste. Elle appartient à une chaîne de signifiants. Le monde des choses et celui des mots sont partiellement désynchronisés, comme ces ponts à 2 étages de circulation. La multiplicité des combinaisons fait la richesse de la vie. Or, notre société tend à figer le lien entre le mot et la chose, comme si le pont n'avait qu'un seul étage, et à rejeter la métaphore créatrice qui est au cœur de notre sujet. Illustrons ce point. À la fin d'un questionnaire Covid, on me demande de cocher la bonne case avant de signer. 3 cases me sont proposées. Homme, femme ou non-binaire.
Donc si je coche homme ou femme, ça veut dire que je suis binaire? C'est un peu désobligeant. Mais l'homme peut avoir des traits féminins et la femme peut porter des caractéristiques masculines. En ajoutant là une case non binaire, le questionnaire sous-entend que l'individu homme est purement chimiquement homme, que la femme est purement chimiquement femme. Ce questionnaire de santé est officiel. Donc vous voyez comment la pensée collective, sociale, politique, médiatique, administrative légitimise dans le langage et donc dans nos têtes des liens mon-chose. Elle les fige, elle les naturalise, les glisse dans quelque chose de stabilisé puisque c'est dans le langage courant. Paradoxalement, le non-binaire produit du binaire. Le climat actuel est favorable au manichéisme tranchant qui écrase la métaphore. On retrouve ce mécanisme aussi bien chez Trump que chez les talibans. Pour le poète, Juliette est une femme à un étage du pont, mais elle est aussi une fleur au second étage. Hugo substitue la fleur à Juliette. Il transforme ce lien à Juliette en un poème et fait acte de création. Il joue avec les mots et fait une métaphore. C'est un peu le fil conducteur de cette conférence. Elle se divise en 3 parties. D'abord, l'origine du besoin, plutôt du désir de créer, les fondamentaux, les déclencheurs. Deuxièmement, les mécanismes du saut créatif. J'ai identifié 3 voies. La bobine pour l'entrepreneur, le rempart pour le scientifique et l'identification pour l'artiste. Alors, j'aborde à présent les 3 voies qui diffèrent par le véhicule emprunté, comme nous le verrons, la bobine, le rempart ou l'identification, et qui ont en commun 2 leviers, la déconstruction de la réalité et l'inversion des rapports de pouvoir. Enfin, 3e partie, pour conclure, qu'en tirer au XXIe siècle, pour nous-mêmes, pour vous-même, pour vos proches. Commençons par le premier chapitre, l'origine, n'est-ce pas? Pour préparer cette présentation et démarrer ce discours sur mon livre « Ils ont fait de leur vie un chef-d'œuvre », je me suis demandé ce que j'allais dire d'intéressant. Alors j'ai surfé sur Internet, sur YouTube, on trouve des choses intéressantes. Plusieurs conférenciers font de la pensée divergente un ingrédient essentiel de la créativité. Il faut sortir du cadre et lancer des passerelles entre des champs séparés. Oui, sans doute. Mais où vais-je trouver l'énergie pour sortir du cadre? Qu'est-ce qui peut m'y pousser? Un désir. Sortir du cadre va consolider mon identité. Un je qui cherche à exister. La créativité n'est pas un processus que l'on peut simplement acquérir par une formation. La créativité se place d'emblée dans un réseau humain, traversé de rapports de pouvoir, d'intérêts contradictoires et de jouissances masquées. Le créateur prend des risques et y engage son identité. Abel, le pasteur du bétail, est sorti du cadre pour laisser le troupeau paître là où il y avait de la bonne herbe et s'est fait zigouiller par son frère Caïn. Le cultivateur du sol, le défenseur de l'ordre en quelque sorte. Caïn représente la société qui normalise et Abel représente la pensée divergente, le poète qui capte ce qui est réprimé par l'ordre. L'artiste est souvent en avance sur son temps, car il fait du rejeté, par l'opinion courante, le ferment de demain. Pour la société, c'est la révolution. Pour l'individu, ça prend parfois la forme de la fameuse crise de la quarantaine. Qui a 40 ans parmi vous? Vous êtes peut-être concerné. La création vient à la place d'un vide, d'un manque à l'origine. C'est qu'à un moment, l'être proche de notre naissance, la mère,
s'absente. Elle a autre chose à faire. Elle travaille, ou elle va rejoindre papa, ou une autre personne. Et c'est la fin du monde pour l'enfant qui crie, hurle, pleure. Puis, il remplace ce manque par quelque chose. Un doudou, un jeu, une fantaisie imaginaire, un rêve, une fleur. Il crée et son angoisse, sa frustration, chute. Nous avons tous un potentiel créatif. Voilà où il démarre. Ensuite, parfois, un trauma ou un deuil vont creuser et répéter ce manque des origines. Shakespeare écrit Hamlet après la mort de son père. Proust se lance dans la recherche après la disparition de ses parents. Créer devient un impératif pour dépasser une souffrance envahissante. Si la mère est l'objet cause de la création, le père soutient ce saut créatif. Le mécanisme de substitution de la mère par un doudou, la métaphore, est porté par le vecteur paternel. Si la mère est l'origine, le père intervient en tiers. Il fait coupure entre la mère et l'enfant. L'enfant peut prononcer le M de maman tout en tétant. Il maintient le lien à celle-ci. En revanche, le P de papa fait coupure, explosion, expulsion, et maître Corbeau perd son fromage. Mais aussi, par sa présence, le père révèle quelque chose sur le désir de la mère, sur l'idéal vers lequel elle tend, alors qu'elle reste comme une source mystérieuse, cachée, taboue. Le père donne un sens à l'absence de la mère, il l'explique, il vient à sa place, il fait donc lui-même métaphore. Cet homme du symbolique, le père patronymique, donne son nom. Il a donc une fonction de mot pour signifier, et l'enfant porte son nom, en général, dans nos grosses cultures, les choses évoluant également. Le mot n'est pas la chose, il la signifie. De même, la fleur n'est pas Juliette, mais la signifie. Remontons dans le temps. Dans la Genèse, au premier jour, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Premier jour. Dieu, le premier nomme. Si le Père, à son tour, nomme, il se substitue en quelque sorte à Dieu. Et donc il fait un parricide. Le Père tient son nom de son Père, qui le tient d'un grand-père, qui le tient d'un aïeul, qui gît 6 pieds sous terre. C'est le nom d'un mort, même s'il est porté par un vivant. Le mot se rattache à quelque chose de mort, sans vie, qui ne bouge pas, qui fait limite à l'émotion et que l'on peut saisir par la pensée. Vous voyez ici la fonction du langage qui est de mettre une distance avec l'émotion qui nous fait vibrer, qui peut nous happer par le biais de l'image. Nous avons dit que la création vient à la place du manque, du côté maternel. Mais le vecteur en cas de substitution, l'acte de nommer, de faire le saut, est du côté paternel. En cas de déficit paternel, comment faire le saut? Le futur petit créateur fait face à un double challenge. Il lui faut créer du père pour remplacer la mère. Il est donc doublement créateur. Lorsqu'on analyse le parcours des créateurs, ce second manque redouble le premier. Il y a un déficit côté père. Selon Csikszentmihalyi, professeur à l'Université de Chicago, 1/3 des créateurs sont orphelins de père. Je cite pour le moment deux de nos prix Nobel de littérature, Camus et Sartre, tous deux orphelins de père, mais aussi Johnny Hallyday, mais aussi la Calas, mais aussi Linguini, le personnage de fiction de Ratatouille.
Si on élargit le cas particulier du père décédé pour englober toutes les situations où le père est simplement défaillant, faible, absent ou carent, vous voyez que ça peut représenter un nombre considérable de cas. Si le père manque, le père doit l'inventer sous peine de quoi? De rester un fantassin du manque maternel originel? Comme dit Romain Gary, orphelin de père, si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. L'enfant incapable de trouver un terrain de jeu dégagé, un au-delà de la mère, peut sombrer dans ce que l'on appelle une sorte de dépression à l'adolescence, l'aquabonisme, à quoi bon? Ou bien l'assablement à la recherche de ce qui sera la hauteur de ce délice initial dont il ne peut se dissocier. Il s'adonne à des croyances narcissiques, des addictions variées ou des passages à l'acte violent pour se procurer une jouissance immédiate qui l'assure de sa grandeur. Un déficit du vecteur paternel peut enrayer la capacité à faire des métaphores, ce petit transformateur de la chose en mots. Pour survivre, le créateur, la future créatrice, se distingue par sa capacité à inventer ce transformateur, à faire du père à la place du père, et produire une création qui remédie à l'absence maternelle. Il est à la fois le centre de recherche, le concepteur de l'usine, et l'usine qui produit le produit. Le créateur accède à un état où il est à la fois le père et la mère de son œuvre. Sans vide, pas de création. On ne peut recréer ce qu'on aime qu'en y renonçant. Et les vrais paradis sont les paradis que l'on a perdus, écrit Proust. Romain Gary, double prix Goncourt, crée Il fait du père, transforme les mots MAUX en mots MOTS, fait de la métaphore. Il met en récit la dépendance affective qu'il a vécue avec sa mère pour prendre une distance et se donner une identité. Je m'appelle Jean-Philippe Smet, chante Johnny. Le rôle de la mère paraît, je dis bien paraît, simple et plein. C'est l'origine du monde. Le père, légèrement de côté par rapport au lien mère-enfant, présente un double visage. Il y a deux pères. Nous venons d'aborder le père patronymique, celui du nom. Le père du nom est le père de la limite, de la police. Mais pour qu'il soit efficace, il lui faut du pouvoir, une puissance. Sinon, il n'est qu'un bureaucrate désarmé, peu crédible, incapable de faire respecter le règlement. Donc, en amont du père, du nom, il y a un père puissant, imaginaire. Le père patronymique n'est crédible que parce qu'il s'appuie sur un père totémique, maître du monde, le démon terrifiant de nos fantasmes. Le loup du petit chaperon rouge, oui, pourquoi pas. L'homme de la pulsion, violent et violeur. Dans le cas d'un déficit paternel, l'enfant va chercher lui-même un totem, une figure puissante, prestigieuse, qui leste son idéal du moi, souvent un grand-père, au-dessus du père, parfois une grand-mère, au-dessus également, ou un personnage reconnu dans la société. Armé de cette puissance totémique, il part à la conquête du monde. Il y a deux pères, mais il y a aussi deux types de créativité. La passion créative peut, selon les individus, surgir dès l'adolescence. C'est le cas le plus typique de la créativité brûlante, comme avec le fulgurant Rimbaud, qui se lance dans la poésie à 15 ans et arrête tout à 22 ans. Une seconde phase créative se fait jour un peu plus tard, à mi-vie, généralement après une crise. Ce point de bascule passé, l'artiste ne cherche plus l'extase flamboyant, il accepte ses limites, sa mort, et avance petit à petit, calmement, guidé par une lointaine idée de perfection.
Il accède à la créativité sculptée. La crise a ses vertus. Elle permet de se désapproprier d'une enveloppe de préjugés qui nous emprisonne. Cette perte se traduit par une sensation de vertige. Le parcours de Gauguin est exemplaire d'une créativité sculptée puisqu'il se lance dans la peinture seulement dans la seconde moitié de sa vie. Certains créateurs savent briller dans les deux phases, quitte à changer de domaine d'expression. Ainsi Einstein produit la théorie de la relativité à 26 ans, portée par la créativité brûlante. Dans la seconde moitié de sa vie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Einstein en appelle à la formation d'un gouvernement mondial. Sa proposition d'une métaphore politique qui dépasse l'opposition entre les deux blocs russes et américains porte la marque de la créativité sculptée. Elle succède à une période de crise où, à rebours de ses travaux sur l'atome, il demande à Roosevelt de renoncer à la bombe atomique. Une dernière suggestion, conseil, recommandation, avant de passer au mécanisme de création, ne pas idéaliser. Notons que les créateurs sont souvent loin d'être des parangons de vertu. Il ne s'agit pas de les élever sur un piédestal, comme une idole pure, lisse, sans défaut. La création ne supprime pas la face sombre sans porter de jugement de valeur des uns et des autres. La création comporte dans cette fabrique des matériaux qui sont peu digestes. Ainsi Einstein ignore sa première fille, morte en bas âge. Jobs n'a pas reconnu sa fille. Camille Claudel a sombré dans une jalousie paranoïaque à l'encontre de la compagne de Rodin. Sagan et Piaf n'ont pu se libérer de leurs diverses addictions. Et Chanel s'est compromise avec l'ennemi durant la guerre. Mon livre a pour titre « Ils ont fait de leur vie un chef-d'œuvre ». Oui, mais il ne s'agit pas non plus d'idéaliser le chef-d'œuvre. C'est au départ simplement ce que produit l'artisan compagnon pour être reconnu de ses pairs. L'idée derrière le chef-d'œuvre, c'est de me procurer une structure qui donne un sens aux ressentis, à mes ressentis. Une structure qui abrite mon intériorité. Une structure qui m'aide à penser et soutenir mon identité. Deuxième chapitre, passons au mécanisme de création. Alors, il y a d'une part une déconstruction et un renversement des rapports de pouvoir à l'œuvre dans le processus créatif. Pour créer, il faut une énergie libérée, qui puisse s'investir et faire du nouveau. À l'âge adulte, nous identifions aisément chez les autres les préjugés, poncifs, croyances familiales et culturelles qui obèrent à leur insu leur lucidité. Chez nous, c'est peu difficile à identifier. Et pourtant, ça démarre dès l'enfance. L'enfant est parlé avant de parler. Il naît dans un théâtre oedipien, paraît-il, où son script est déjà en partie écrit. À notre époque, où l'Oedipe freudien a un peu de plomb dans l'aile, les psychologies dérivées des neurosciences lui tirent dessus. Alors faisons un détour par Diderot, plus consensuel, selon lequel le petit sauvage tordrait le col à son père et coucherait avec sa mère. L'enfant est pris, nommé, imprimé par des valeurs, les choix, les conflits, les désirs de ses parents qui eux-mêmes sont un maillon d'une chaîne transgénérationnelle.
Prenons Hamlet, le pauvre. Il doit venger son père, tué par son oncle, avec la bénédiction de sa femme, la mère d'Hamlet, qui épouse l'oncle, le forfait commis. Alors bien sûr, Hamlet, il tergiverse, il a quelques scrupules. To be or not to be. Tuer son oncle et sa mère pour venger son père, c'est pas facile. Où est le je? L'enfant a au minimum un inventaire à faire de tout ce dont il hérite. Mais pour être créateur, il faut aller plus loin. Le créateur ne veut pas être simplement acteur dans une pièce de théâtre déjà conçue, quitte à aménager un peu le texte. Il veut être lui-même auteur et peut-être metteur en scène de la pièce. À cette fin, il débranche le flux affectif auquel le contraint son rôle de fils ou de fille dévoué qui fait tourner un système familial existant, et il utilise ce surplus d'énergie libérée pour créer à son tour un monde à sa façon, où les autres sont acteurs et lisent son texte. Il inverse les rapports de pouvoir. Sa création suit une destruction. Donc, comme je disais, j'ai identifié 3 voies de création, qui sont la bobine, le rempart et l'identification, respectivement pour l'entrepreneur, le scientifique et l'artiste. Ces voies ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Il est fréquent que le créateur recourt à une combinaison de ces options, mais la dominante reste la dominante. Hommes et femmes aussi se distinguent par un recours différencié à ces modes créatifs. Commençons par la bobine et l'entrepreneur. L'enfant substitue un jouet, un doudou, à la place de la mère manquante. Freud avait observé que son petit-fils se calmait de l'absence de sa mère en lançant au loin et en rattrapant une bobine de fil. On y trouve bien là les 2 ingrédients dont j'ai parlé, la déconstruction et le renversement des rapports de pouvoir. La bobine est à sa merci. Le ciel parental se défait. Il ne s'impose pas de façon mythique. J'en décroche une étoile, celle qui brille le plus, et m'en empare. Elle est à ma disposition, je la domine. Pour la petite fille, parfois, le baigneur est sa bobine. La petite fille prend la place de sa mère et bat-elle à son tour. C'est le début de la symbolisation, de la métaphore, du remplacement de quelque chose par une autre. Un train électrique, une voiture, un baigneur que je prends entre les mains. Je pousse plus loin mon indépendance pour m'assurer que mon bien-être n'est plus conditionné par une présence ou un jouet qui peut être manquant. J'apprends à jouir d'une partie de mon corps. Je gagne en autonomie, je suis freelance. Entreprendre, c'est prendre entre ses mains. L'entreprise, cette création, vient à la place du jouet transitionnel, à la place de la puissance maternelle mise en bobine. Steve Jobs ou Gabrielle Chanel sont tous 2 des orphelins de père et de mère. La bobine, Apple ou Chanel viennent en remplacement de l'objet perdu qu'il ne quittera pas et se soutiennent une construction d'un père de remplacement. Comment Jobs a-t-il été abandonné? Il est le fruit d'une relation de sa mère avec un Syrien musulman. Elle allait donc contre les valeurs de son propre père. Finalement, elle rompra l'union, abandonnera son fils qui porte le nom de sa famille d'accueil, Jobs. Vous voyez ainsi l'ambiguïté de nos fonctionnements et de nos décisions à nous autres êtres humains. Dans un premier passage à l'acte, elle tue son père symboliquement. Dans un second, elle le réhabilite et offre son fils en sacrifice. Steve
remplace les deux manques par sa création. Il se recrée une filiation en devenant père de l'ordinateur personnel et puis des autres instruments qu'il aura créés après et qui constituent sa bobine en remplacement de sa mère. Orpheline de sa mère, Gabrielle est abandonnée par son père, volage et aventurier. Plus tard, elle crée son entreprise, sa bobine, son enfant. Elle prend un bout du père, les ciseaux phalliques, pour découper des patrons et habiller la femme en retour. Selon un style sobre, elle défait la femme de ses oripeaux séducteurs, des fanfreluches, superficielles, qui ont attiré son père loin d'elle lorsqu'elle était enfermée à l'orphelinat. Elle se venge ainsi de ses rivales, mieux dotées qu'elle, dans son enfance. Enfin, en substitution à Erika, sa petite amie, qui le rejette et le plaque pour un autre, Mark Zuckerberg invente la plateforme Facebook. Lui aussi sous le signe de la vengeance. Il siphonne l'annuaire des étudiants d'Harvard, met leurs photos, leurs bobines, à disposition d'un clic sur cet étalage virtuel prêt à être consommé, comme le raconte le film The Social Network. Les émotions sont mises de côté par ce processus de remplacement d'une personne par un objet, la bobine. Il faut donc se tourner vers l'art, comme nous le verrons, pour donner du sens à cette zone en friche. Le créateur d'entreprise est fantasmatiquement un petit criminel. Il prend maman à papa et en fait une simple bobine à sa disposition. Il masque le parricide et le dissimule derrière un mythe fondateur, glorieux, qui nettoie tout du sol au plafond. Le mythe fondateur, c'est le discours de l'entreprise qui décline ses valeurs d'excellence arrimées à des missions socialement reconnues. Le créateur, après tout, est auréolé du prestige du héros, du génie novateur. La grandeur et la pureté de l'acte fondateur recouvrent l'entreprise, ses salariés, ses productions, d'un voile scintillant, d'une aura vénérée. Impossible, si vous êtes manager, de critiquer en public votre entreprise, son fonctionnement ou ses produits. C'est tabou. C'est pas énorme. Mais le malaise ou le blues des managers et salariés en entreprise vient du fait, en partie, qu'il est difficile pour l'être humain de vivre longtemps dans la tromperie. C'est pourquoi les dirigeants recourent aux formations team building, aux coachs, aux valeurs, aux projets humanistes pour réintroduire de l'humain dans la machine. Une mode en chasse une autre. En ce moment, depuis quelque temps, c'est la bienveillance. Comme sociologue, coach ou dirigeant d'entreprise, j'ai contribué au mouvement qui est sans fin puisque la bobine est dépourvue d'affect et que le mythe fondateur est un leurre. Dans sa démarche créative, le détenteur du précieux objet, la bobine, l'entrepreneur, escamote un peu trop rapidement le père. Il nous faut nous tourner vers le scientifique pour que le garant de la loi retrouve sa place. Donc, deuxième voie créatrice, le rempart est le scientifique. Le scientifique se distingue de l'entrepreneur par l'application d'une double transformation à l'objet sacré initial, la mer. D'abord en bobine, puis en quelque chose de plus abstrait, de plus symbolique. Il opère donc un double saut. Newton est orphelin de père. Marie Curie et Darwin de mère. Enfant Newton, Darwin et Einstein ont chacun leur bobine, leur doudou. Newton a son canon solaire, Darwin ses collections de coquillages, Einstein sa boussole. Plus tard, chacun s'appuie sur le langage formel des mathématiques pour dégager des lois universelles qui mouvementent la bobine. Ces lois explicites se substituent à l'imbroglio du fonctionnement familial et à la carence de père, comme
l'absence de père chez Newton, qui est orphelin de père, sa carence chez Einstein, dont le père est contraint de déménager la famille après avoir fait faillite, son effacement chez Darwin, dont le père est écrasé par la figure imposante de son propre père, Erasmus Darwin, médecin, philosophe, poète. Le père de Darwin, également médecin, et sa sœur trouvent leur conjoint dans la famille Wedgwood, dont le prestigieux ancêtre, Josiah Wedgwood, industriel réputé, n'est autre que le grand ami d'Erasmus. Enfin, la faiblesse de son autorité, son humiliation, je parle du père ici, également chez Marie Curie, car sa Pologne natale est soumise à l'époque à la tutelle russe. À la différence de l'entrepreneur, de plein pied avec le monde, réel, économique, le scientifique ne cherche pas l'utile immédiatement. Il met à distance et déconstruit la tutelle symbolique qui a présidé à sa naissance. Il objective le monde pour mieux le comprendre et s'en extraire. Le scientifique produit de la loi comme bouclier, rempart, barrage, mise à distance du système de pouvoir et d'affect confus dans lequel il a été pris enfant. Il rectifie les lois humaines de l'Oedipe qui ont été tordues. Il se recrée un modèle de référence clair pour réparer et remplacer le cadre initial chaotique, tourbillonnant et défaillant. Ainsi, pour Charles Darwin, sa théorie de l'origine des espèces apporte un socle solide en éclaircissement et remplacement de son arborescence familiale confuse. Au croisement des liens de sang entre les Darwin et les Wedgwood s'ajoute une duplication transgénérationnelle des prénoms lourdes d'effets prémonitoires. Un oncle prénommé Charles, étudiant en médecine, meurt à 20 ans d'une infection par un scalpel sali l'ordre d'une dissection. Charles entame et abandonne ses études de médecine. Le frère de Charles se prénomme Erasmus et un autre oncle, également prénommé Erasmus, se suicide. J'en passe. Bref, il est urgent pour Charles de s'extraire de cet enchevêtrement par la découverte et la formulation de lois universelles du vivant. Tout comme l'entrepreneur, le scientifique met à distance les émotions. Il s'absente comme sujet pour objectiver le monde, le rendre compréhensible, prenable, opérable. Il faut se tourner vers l'artiste pour retrouver le sujet. Faisons-le à présent. L'identification et l'artiste. Nous avons vu les démarches de l'entrepreneur avec la bobine, puis du scientifique avec le rempart. Cette troisième voie, l'identification, est celle de l'artiste. Pour combler l'absence, l'enfant s'identifie à sa mère, plus précisément à ce qu'elle ressent. L'enfant vit ce qu'elle vit, comme le raconte Marcel Proust dans La Recherche. Dans quelle direction la mère idéalisée tourne-t-elle le regard quand elle s'absente? L'enfant, dans son lit, reconstruit par l'imagination ce que vit sa mère qui dîne avec des invités. Il est à la table des convives. Des détails l'agacent. Les reins se bouchent, me semblaient receler des plaisirs malfaisants et mortellement tristes parce que maman les goûtait loin de moi. Qui vient prendre la place de Marcel dans le cœur de la mère? Le père? Swann? Le Swann du côté de chez Swann? Un ennemi menaçant, forcément, qui possède des atouts que l'enfant n'a pas encore. Mais le père de Marcel, il est très gentil. Comment le craindre? Prenons un autre créateur. De ce côté, orphelin de père, Paul Gauguin,
s'imprime enfant, des angoisses de sa mère, qui a été violée dans l'enfance par son père, André Chazal. Il ressent et partage les effrois de sa mère quand celle-ci apprend que ce père totémique est libéré de prison. Paul et Marcel suivront des chemins différents pour accéder à la création. Tant que la mère est idéalisée et le père faible, le petit Marcel ne peut se saisir de son idole pour en faire une bobine, livrée à ses caprices. Il s'inventera des pères totémiques. Swann, les grands auteurs soufflés par sa grand-mère, auteurs auxquels il s'identifiera pour créer et à son tour posséder sa mère. Marcel nous décrit les 2 fameuses promenades qui partent de Combray. Elles sont chargées de sens. La promenade côté Méséglise porte un signifiant paternel, car son père aime le panorama de ce chemin, que ce chemin offre à la vue. Le chemin en direction de Guermantes évoque la mer. Le circuit longe et remonte le lit d'une rivière dont la source reste cachée par des plantes d'eau comme interdites. Marcel pourra se mettre à écrire quand il aura pu relier les 2 chemins qui partent de Combray comme les 2 parties de son cerveau. Il accède à la création en réalisant une métaphore d'une copulation, illustrée par la surimposition, par l'image des 3 clochers de Martinville, équivalent du trio familial qu'il redécouvre lors d'une balade. Paul traverse, lui, à mi-vie, les gouffres de l'angoisse. Il abandonne tout, sa vie de banquier et de père de famille rangé, et devient peintre. La quarantaine passée, il part et cingle vers des îles lointaines pour vivre sa passion. La crise a trouvé son issue grâce à une rencontre capitale. Sur son chemin, Gauguin a croisé Pissarro, peintre reconnu, qui joue pour lui les 2 fonctions paternelles du totem et du patronyme. Paul s'identifie pour affronter le démon grand paternel Chazal. Il s'identifie à lui. Il lui permet de hisser son eau au rang d'artiste, créateur de son œuvre. Rimbaud, quant à lui, s'identifie à son père absent. Militaire, le père a quitté définitivement le domicile conjugal quand Arthur avait 6 ans. Il servit en Algérie. La quête du père pousse le poète vers les sables du Harar, jusque dans une sorte de délire, où, cloué sur son lit de mort, il croit encore que l'armée lui demande des comptes, alors que c'est son père qui était militaire. Françoise Sagan, Camille Claudel, Marguerite Duras, ces 3 artistes femmes empruntent d'abord la voie de l'identification et s'imbibent de l'atmosphère familiale où le père est soit faible, soit mort. Mais Duras et Sagan recourent aussi au rempart pour faire du père et produire leur œuvre qui démonte le système de pouvoir dans lequel elles étaient prises. Je pense au livre de Duras, Un barrage contre le Pacifique. Ce titre fait allusion au combat réel perdu par la mère qui, installée au Vietnam, ne put protéger ses champs agricoles contre des flots marins destructeurs, malgré les barrages de fortune qu'elle hérissa pour sauvegarder ses récoltes. Mais il pointe aussi vers une autre défaillance maternelle dans son rôle dans la famille. Son incapacité à assécher le climat incestueux sous le règne d'un frère impulsif depuis la mort du père. Duras opère comme Faulkner qui, dans Absalom, montre comment la faute de l'aïeul, qui a un enfant avec une femme d'une autre race, ricoche de génération en génération et les étouffe dans un même filet transgénérationnel. De même, Duras dénonce les jeux pulsionnels destructeurs de son texte. Et son texte lui sert a posteriori de barrage intérieur salvateur. La défaillance
du barrage maternel contre les flots est une métaphore de son incapacité à maintenir la police maternelle dans la maisonnée. Le roman est lui-même une métaphore réparatrice de cette défaillance. Camille Claudel trouve d'abord dans le grand-père qui possède un four à tuiles, un plus que père. Voilà un totem doté d'une force mythique. Celle qui manque à son père réel, réduit à un rôle effacé face à sa femme qui règne sur la maisonnée. Ce totem la met sur le chemin de le travail de la matière, l'argile, avec la sculpture comme destination. Puis, comme Gauguin avec Pissarro, elle fait une rencontre magique et s'appuie sur un patriarche, Rodin, reconnu, pour grandir dans son art et en découdre avec sa mère dépressive et dénigrante. Mais l'opération de transformation ne sera pas totalement réussie. Si Camille accède au rang d'artiste, réputé grâce à son propre talent, sa mise en concurrence avec la compagne de Rodin relance sa jalousie paranoïaque. Après la mort de son père, Camille s'effondre et se retrouve internée. Elle terminera sa vie esseulée dans un asile. Sa mère ne viendra jamais la voir. Camille a consacré sa créativité brûlante à s'extraire d'une relation destructrice avec sa mère, soutenue par deux totems, le grand-père puis Rodin, en remplacement d'un père effacé. Les trois démarches créatives, l'entrepreneur, le scientifique et l'artiste, de ces trois démarches, celle de l'artiste offre le plus de potentiel pour la construction personnelle, car elle seule fait le détour par l'autre, par l'identification. Qu'en tirer donc enfin au XXIe siècle pour nous-mêmes, pour vous-même, pour vos proches? Cette conférence se relie ici à l'actualité. Il paraît que le paternalisme est sur le déclin. Personne, sans doute, ne s'en plaindra. S'engouffre dans la brèche la femme qui délivrait ainsi, libérée du joug masculin, s'affirme de façon autonome dans la vie. Et c'est bien. Mais nous avons vu que la création vient en relais d'un déficit paternel. Or, le déclin du paternalisme accentue peut-être ce manque de père dans la famille. Donc, le recours à la voie escarpée, créative, est peut-être rendu encore plus nécessaire. Cette conférence est donc tout à fait d'actualité. Elle donne des pistes pour chacun pour trouver un équilibre épanouissant dans ce monde troublé. Soyons pratiques. Reprenons ce point d'inflexion autour de la quarantaine. Si vous avez moins de 37 ans, vos ressources sont du côté de la créativité brûlante. Si vous avez plus de 37 ans, le domaine de la créativité sculptée s'étend devant vous. Pourquoi le choix est 37 ans? Rien d'astrologique, quoique. Notons que le découvreur du Big Bang meurt à 37 ans. En fait, au-delà du clin d'œil, il s'agit d'une bande passante de 35 à 45 ans. Le mécanisme se reproduira après d'ailleurs. Où nous pouvons être amenés à rebattre les cartes de notre vie, à faire des choix surprenants, sous l'impulsion d'un retour du refoulé qui vient nous demander des comptes. Si vous êtes dans l'entre-deux, peut-être traversez-vous la crise de mi-vie avec ses angoisses, ses excès maniaques, ses trous d'air dépressifs. Rassurez-vous, c'est normal. Vous retraversez ce qu'adolescent vous avez connu plus ou moins et vous récupérez cette partie de vous-même que vous avez abandonnée alors. Reste à savoir ce que vous voulez faire de cette perturbation. Vous mettez en scène ce qu'adolescent vous avez traversé à votre insu, ou bien est-ce que vous récupérez cette part de vous-même laissée inexploitée? N'oublions pas, le désir est le moteur de la créativité qui fait vivre le désir en retour. Le désir est l'essence même de l'homme, affirme Spinoza. Reprenons. Le deuil est mon origine.
Le sujet naît à partir d'une perte d'objet. La mer. C'est l'angoisse du gouffre, du morcellement, du vide, qui m'aspire ou qui me cache un horrible démon menaçant. D'autres traumas, d'autres pertes, d'autres deuils accentuent douloureusement le manque. La logique binaire des temps actuels nous rend fébriles, confrontés au diable effrayant. J'exige une solution dorée sur tranche, qui m'apaise sur le champ, un sauve-qui-peut immédiat, même si ce n'est qu'une illusion. Il est plus facile de repérer ce phénomène du leurre chez les autres que chez soi. J'ai parlé du mythe fondateur, qui donne une virginité à l'entreprise. Faisons un détour par la culture. Prenons un objet un peu lointain, outre-Atlantique. La société américaine fut fondée par des gens qui se croyaient du côté de la pureté, du bien contre la corruption et la lubricité européenne, ce qui leur permit, sans le voir, innocemment, d'exterminer les Indiens autochtones en volant leurs terres et de mettre en esclavage des Noirs importés. Puisque ma violence est bonne, ce n'est pas de la violence, et le tour est joué. Obturer le manque, boucher le trou, vite, à n'importe quel prix. Mon royaume pour un cheval, hurle Richard III. Un fantasme, un délire, une addiction, un pharmacon, un passage à l'acte. Tout est bon pour retrouver l'illusion de complétude, de toute puissance, d'immortalité. Une fois l'effet placebo retombé, je suis rattrapé par la somatisation, la dépression. Les symptômes s'accumulent, s'imposent. La boucle se répète et je jette mon dévolu sur toutes les solutions mythiques qui séduisent mon moi, le purifient, lui assurent qu'il est du côté du bien. Je crois en un héros lumineux, à une Madone innocente. J'adhère à l'altruisme, à la bienveillance, aux théories d'une catastrophe écologique, au bio, à la méditation de pleine conscience, au bouddhisme apaisant, aux idéaux qui bercent doucement mon narcissisme. Curieusement, à l'autre bout de l'échiquier, le même mécanisme favorise la floraison des idées complotistes. Il ne s'agit pas de mettre toutes ces conceptions hétéroclites dans le même sac, ni de les considérer comme inintéressantes ou sans fondement. Elles posent souvent des questions pertinentes. Elles ont aussi peut-être une fonction de leur. Pour protéger mon moi, je veux croire en une complétude, une harmonie pleine. Tout faire pour ne pas se confronter à son négatif. La rencontre d'une altérité qui fait trop peur. Pour être sûr que je suis du côté du bien, il suffit que j'identifie et rejette le mal. Le manichéisme est mon salut. Les philosophes eux-mêmes croient en une totalité possible. Souvent, ils se rapprochent du politique, qui lui aussi se croit capable d'une pleine efficacité. Aristote avec Alexandre le Grand, Platon avec Denis de Syracuse, Diderot et Catherine II, Voltaire et Frédéric II, Hegel et Napoléon, Heidegger et le régime nazi, pour ne citer qu'eux, furent étrangement séduits par le pouvoir. Le succès court, à court terme, me ferme pourtant les voies plus créatives qui me permettraient de me réinventer. Ces refus de se confronter au désir mènent sans doute vers une impasse. En fait, j'ai un peu peur de moi-même. Mon cas intérieur mène la guerre contre mon Abel intérieur. Ce que je rejette comme impur chez moi contient aussi des pépites pourtant. Le levain de ma renaissance. Nous sommes pris dans des boucles reliées entre elles comme des anneaux olympiques. La psyché individuelle contribue à la formation des mentalités collectives, sociales, médiatiques, politiques qui influencent en retour l'individuel. La créativité exige de démonter les mythes familiaux, mais également le code social, sociétal dans lequel nous baignons. Elle exige également de ne pas obturer les désirs par des leurres qui enferment mon moi.
Par exemple, l'économiste Piketty note avec justesse que toute société cherche à justifier ces inégalités. Il dénonce l'accroissement des inégalités dans le monde capitaliste, mais ainsi il laisse entendre qu'il vaut mieux avoir plus que moins. Sans doute qu'au-dessus d'un seuil, il a raison, mais le marché fonctionne en attisant l'envie, le toujours plus. Piketty dénonce un système qu'il légitime par ailleurs. Autre exemple, dans le Monde du 15 août, sous le titre « À la recherche d'incarnation », Macron investit des monuments. On peut lire ce commentaire. Emmanuel Macron a compris que la politique est d'abord une affaire de signes et d'imaginaire. Faut-il comprendre que le leader aura une influence d'autant plus qu'il répond à la demande imaginaire des citoyens? Qui manipule qui? Autrement dit, j'accepte de suivre tes décisions pour autant que toi, leader, tu me laisses croire au mythe, tu saches me manipuler correctement? Le prix à payer, dans le cas d'une incapacité à faire sauter ce double verrou individuel et collectif, n'est pas mince. C'est l'écrasement du désir, car désirer vient de désidérer, comme le fait remarquer l'écrivain Pascal Quignard. Il faut renoncer à la grisante sidération, à cette captation enivrante, cette hypnose berçante, cette fascination invalidante qui court au travers des réseaux sociaux notamment, où je m'auto-séduis. Si j'obture mon manque par des hallucinations laurantes, si je me soumets à des puissances idéalisées ou terrifiantes, je ne peux rencontrer l'autre. Si vous connaissez quelqu'un avec des symptômes quels qu'ils soient, c'est la manifestation d'un déficit de créativité. Son désir est écrasé. Ça peut se résoudre. L'artiste montre une voie, une autre voie. L'identification à l'autre permet une approche de la dynamique humaine, des mouvements de son désir, de sa subjectivité, des circuits transgénérationnels dans lesquels il est pris. Derrière les mots se cachent des choses qui dissimulent d'autres mots à découvrir. Écrire, c'est détecter la structure cachée derrière la surface des choses. Et le poète, par le jeu sur le langage, se désengage du contenu pour créer du nouveau. Ce qui était caché derrière les clochers de Martinville devait être quelque chose analogue à une jolie phrase, assure Proust. La créativité éveille le sujet qui met sa vie en récit. La créativité, c'est décoder la vie derrière les évidences qui nous protègent, les fantasmes qui filtrent et infiltrent nos perceptions. Créer, c'est trahir ce qui précède, c'est conjurer l'absence en la nommant, chacun à sa façon. La créativité n'est pas une technique, ce n'est pas l'application d'une volonté rationnelle, elle est liée à un parcours de vie. Pissarro à Matisse, travailler n'écoute personne. La création opère un renversement des rapports de pouvoir. Il s'agit de saisir le flux pulsionnel aimanté par la planète dominante, le désarimer et de créer quelque chose avec cette énergie à la place du monde perdu, quelque chose qui montre d'où je viens et qui dise qui je suis. L'expérience d'intériorité ainsi gagnée me donne de l'épaisseur. La création, c'est une rencontre avec l'autre, une copulation décalée, originale du mot et de la chose. L'écriture retourne le vécu passif en activité par une mise en récit, une métaphorisation du perdu. Comme le rêve, le sujet s'édifie là où il a pu transformer des investissements maternels en investissements d'un lieu psychique qui vient à la place de celle-ci. La création supplée à la fonction paternelle défaillante. En lien avec vos rêves, vos ressentis, votre corps, vous résistez à une objectivation de soi, à la mécanisation ambiante, aux injonctions, aux discours convenus, aux volontés de tout maîtriser. Vous empruntez des chemins buissonniers, clopants. Vous laissez une part à l'imprévu, vous transgressez, tâtonnez. Vous faites émerger le contenu, refoulé, accéder à un sens insu. Vous mettez des mots sur vos affects, vous dégagez un récit de vie, vous êtes l'artiste de vous-même. La subjectivation, c'est déconstruire l'éclat de l'éternité infantile logé dans mon idéal du moi, me déstabiliser, me désatelliser de ma boucle narcissique. Le système tutélaire décrypté, le rapport de pouvoir inversé, l'excitation transformée en outil, la quête du héros totémique abandonné, le raisonnement procédural démonté, vos angoisses traversées, la fascination
neutralisé, le lien sensible préverbal retrouvé, l'essence de votre fantasme distillée, les débris de votre existence rattrapés. Vous trouvez le mot derrière la chose, comme porté par un élan lyrique. Vous ressentez pleinement les effets transformateurs et réparateurs de la bobine, de l'identification et du rempart. À votre tour de jouer, vous êtes armé, allez-y. Et pour la suite, il y a mon livre. Ils ont fait de leur vie un chef-d'œuvre. Je vous remercie, à bientôt peut-être. Et bonne année 2022, bien sûr, pour vous et vos proches.